Comment se réinventer après la traversée du désert liée à la crise sanitaire? C'est un véritable défi pour le monde des festivals et du spectacle. Mais ce monde innove, c'est ce qu'on va voir justement avec vous, Angelo Gopé. Vous avez un regard à 360 degrés sur le monde du spectacle. Le principal défi, on en parlait tout à l'heure, c'est de faire revenir le public dans ces festivals, dans ces concerts. Vous avez déjà quelques idées, quelques pistes ? Je pense qu'il faut qu'on arrive à rassurer les gens, c'est ce qu'on fait depuis quelques temps. Il faut qu'on arrive à proposer des nouveaux spectacles, des nouveaux modes de consommation. Il faut que les artistes continuent à investir comme ils faisaient avant sur scène, qui donnent envie aux gens de revenir. Et je reviens dessus, je suis désolé, mais c'est pas répétitif, mais quand on voit le travail que Coldplay a fait depuis 10 ans, les gens viennent voir des spectacles de Coldplay, et pas forcément pour un single. Ils viennent prendre du plaisir pendant 2 heures parce qu'ils mettent beaucoup d'argent sur le spectacle, ils mettent plusieurs scènes, ils mettent des effets. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est que Coldplay est parti du principe qu'ils allaient faire une tournée mondiale à un zéro carbone. C'est-à-dire que, comme on se dit, faire une tournée mondiale dans tous ces pays, ils ont réduit effectivement les voyages, ils ont réduit les transports, ils ont réduit les camions. On est en train de travailler dans chaque ville, dans chaque salle, sur la réduction de l'effet carbone. Donc, je pense que tout ce qu'il y a demain, c'est vraiment cette prise en cause. Et du coup, ils compensent ? Parce que malgré tout, ça produit du carbone, donc il y a un système de compensation. Ouais, on compense, on va faire plein d'études, donc c'est pareil sur les festivals, c'est pareil sur les concerts. Il y a beaucoup de sujets qui nous attendent sur les prochains mois, les prochaines années, la RSE, l'environnement. Donc je pense que c'est vers ça qu'on va se tourner dans les prochaines années. C'est l'émergence des nouveaux artistes, c'est une façon de produire des événements différents pour que les gens puissent les consommer différemment aussi. Alors, quand on parle d'événements différents, on parle, c'est à la grande mode, du digital, qu'on met un petit peu à toutes les sauces. C'est applicable, ça, au monde du spectacle? On peut imaginer des spectacles, des concerts, entre guillemets. Il y en a eu un peu durant le Covid, en figital. Non, mais c'est intéressant parce que c'était ponctuel. Aujourd'hui, nous, on avait fait une étude juste avant le Covid où les gens, 78% des gens disaient que les événements publics auquel ils participaient, celui qui était le plus intéressant pour eux, c'était le concert. Parce que c'est celui où on vit le plus d'émotions, c'est celui où on passe du temps ensemble, on se prend dans les bras, il y a une chanson qui nous ramène à quelque chose, donc ça ne remplacera jamais. Ponctuellement, ça l'a fait, c'était bien, mais aujourd'hui, on va voir un concert pendant 1h30 sur un téléphone. C'est compliqué, donc qu'on crée des événements qui viennent accompagner les concerts, qui viennent accompagner les tournées, des événements qui soient ponctuels ou créatifs, on crée quelque chose de spécial, oui, mais remplacer aujourd'hui les concerts, non. Le digital, on s'en sert comment? On s'en sert par le renouvellement des artistes. Je pense que ce qui a révolutionné la musique aujourd'hui, c'est le digital. Quand on prend la consommation musicale il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a des milliers d'artistes qui ont émergé. Oui, le sourcing des artistes a été complètement libéralisé par le digital. Voilà, avant, on était pris par l'obligation de se dire qu'un artiste, il était ou à la télé ou à la radio. Donc, on avait toujours les mêmes artistes, toujours la même musique. Et depuis les plateformes digitales, aujourd'hui, le matin, on peut découvrir des centaines d'artistes. Et aujourd'hui, on voit que les gens vont voir des concerts parce qu'ils découvrent de plus en plus d'artistes. Et justement, ça va permettre de pérenniser, de diversifier l'offre? Complètement. Et surtout qu'on s'est rendu compte que vous prenez un jeune aujourd'hui, en 2021, un jeune en années 2000. Dans les années 2000, un jeune aimait une typologie de musique. Il était ou rock, ou variété française, ou musique électronique. C'est tout. Point. Parce qu'il il entendait que ça, puis il avait des œillères. Aujourd'hui, un jeune, il écoute de la musique électronique, il écoute de la variété française, il écoute du hip-hop, il écoute du rock. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un accès qui est multiple. Donc, ils peuvent écouter tout. On ne les a pas cloisonnés. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, le spectacle a pris le pas sur le disque, donc le spectacle gagne plus d'argent. Non, c'est parce que les gens ont découvert de plus en plus d'artistes et qu'ils ont envie de les voir. Avant, un artiste qui marchait faisait un zénith. Voilà. Et là, c'était un artiste qui marchait. Quand il était très, très connu, il faisait un accord au Arena. Et quand c'est une star, il faisait un Stade de France. Aujourd'hui, quand il est très connu, il fait un accord au Arena. Et quand c'est une star, il fait 2 ou 3 Stades de France. Donc, et c'est pas le mode de consommation des concerts qui a changé. C'est le fait qu'aujourd'hui, les gens découvrent de plus en plus d'artistes. Quand vous voyez qu'un album dans la semaine sort et qu'il est streamé à 100 millions de fois, c'est assez surprenant. Donc, je pense que voilà, c'est l'accompagnement digital qui permet aujourd'hui cette richesse dans la musique. Et alors, je vais être un peu proche, je reviens sur ce que disait Florence, c'est pas tant de regarder le concert sur le portable, mais on découvre l'univers du métaverse, donc bon, formidable. Il y a Justin Bieber qui a fait un concert il n'y a pas longtemps, premier test.
Est-ce que vous y croyez ou est-ce que ça répond à une demande de cette nouvelle génération ? Moi, j'étais Guns N' Roses et Nirvana, alors ça remonte à Mathusalem désormais, et c'est vrai que c'était très monomusical. Là, on a des goûts très variés. Est-ce que ceux qui ont 10 ans aujourd'hui et vont connaître peut-être le métaverse se diront dans 10 ans, au fond, je peux, avec un casque un peu malin, me faire un concert ? Ou est-ce que, d'abord, vous allez investir un peu là-dedans ? Ou est-ce que vous n'y croyez pas du tout ? Est-ce que c'est un autre métier ? Comment vous voyez les choses ? Je pense qu'encore une fois, on a vu déjà, il y a une problématique. C'est une problématique internationale et francophone. C'est le mode de consommation. Aujourd'hui, un artiste international, il a une plateforme de jeu qui est internationale où il peut toucher des millions de personnes. Un artiste français, malheureusement, il va toucher que des centaines de milliers de personnes. Donc, au niveau de l'investissement, il ne pourra pas investir pareil. Donc, les retombées ne seront pas les mêmes. Par contre, effectivement, oui, Bieber, comme Dua Lipa, comme Billie Eilish, qui ont fait des vrais concerts qui étaient immersifs, ils l'ont fait ponctuellement. Et parce que ça répondait à une envie du moment. Et je pense que c'est bien de le faire. Ouais, ça vient compléter une offre. Ça vient compléter. Ouais. Oui, ça vient compléter. Ouais. Mais comme BTS, ils ont fait un concert, 48 millions de dollars de recettes sur un concert, les gens étaient contents. C'est ponctuel, mais s'ils reviennent faire des concerts, les gens vont venir. Je pense que, encore une fois, il y a des nouvelles choses, des nouvelles plateformes qui sont mises en place. Il y a de nouveaux modes de consommation, mais je pense qu'il faut qu'on s'adosse à tout ce qui se fait pour continuer à faire grandir des artistes. Nous, par exemple, on a mis en place, pour l'annonce du concert de Vald, qu'une tournée qu'on annonce, on n'a pas fait des posters, on n'a pas fait des affiches, on a créé un film de 15 minutes en 3D, en immersif, complètement dans un studio qu'on a fait pendant 10 jours. Et c'était une façon nouvelle d'annoncer quelque chose, parce qu'on utilise des outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour intéresser les jeunes, parce qu'ils s'intéressent à ça, et donc on a annoncé la tournée de cette manière. Donc je pense que on va tous être là-dedans et on va être accompagnés par ces nouvelles technologies. Mais je pense qu'il ne faut pas se dire que l'une va nier l'autre. Je pense que c'est la force commune qui va faire qu'on va réussir ensemble à intéresser beaucoup plus de gens et puis surtout à apporter une réponse à nos artistes qui ont toujours envie de faire beaucoup plus et de faire beaucoup mieux. Vous êtes une marque d'organisation de concerts. Donc, en quoi c'est un atout, justement, pour valoriser ces jeunes et puis pour créer de nouvelles synergies, peut-être même des alliances nouvelles ? Je pense que déjà, on a été une marque très tard. En France, on a été reconnu très très tard, les gens ne savaient pas. Donc maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce qui est passé pendant la pandémie, on a pris beaucoup plus la parole et les gens le savent et on travaille la visite comme une véritable marque. Et je pense que ce qu'il faut, c'est... Le Covid nous a appris que c'est ensemble qu'on va réussir les choses. Et surtout dans le monde événementiel, pas que le spectacle. Moi, je pense on a des passerelles à tirer dans tous les corps de métier qui peuvent être autour de nous pour arriver à faire des choses différentes. Proposer des choses différentes, parce qu'on a de la compétence, on a de la connaissance. Comment on peut arriver aujourd'hui à travailler différemment, associer avec des marques, comme des marques de champagne, peut-être pour faire des événements qui sont différents, avec des artistes, avec des peintres. Aujourd'hui, on s'occupe de chefs, comme Jean Humbert, et pourtant, il ne fait pas de la musique, mais c'est un artiste. On s'occupe de Sep, qui est aussi un artiste. Donc je pense que c'est comment on arrive à agréger tous ces gens aujourd'hui qui ont de la compétence pour faire des choses nouvelles et proposer au public des événements qui vont sortir de l'ordinaire et qui ne vont pas être seulement que le prisme du je monte sur scène et je joue de la musique. Et je pense que ça peut se faire, comme je disais tout à l'heure, dans un train, ça peut se faire ailleurs, ça peut se faire dans une vigne, ça peut se faire dans une grotte, ça peut se faire à la montagne. À un moment donné, on avait fait un concert de Christophe Willem en haut d'une montagne, c'était intéressant, ou The Blaze en haut du Mont Blanc, et les gens avaient adhéré. Donc je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que oui, effectivement, il y aura toujours des très très grandes messes. On va toujours faire 320 personnes sur Coldplay ou des festivals qui font 100 000 personnes. Mais je pense qu'on doit aussi revenir à des choses qui sont beaucoup plus locales, beaucoup plus territoriales et qui mettent en avant le savoir-faire français. Et je pense que notre rôle à nous, c'est aussi de mettre en avant tous ces savoir-faire dans l'agriculture, dans la gastronomie, dans la technologie. Et je pense que si on faire arrive... un tour à Urville. Voilà. 120 habitants, c'est ça ? C'est ça. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Moi, je disais, pendant la pandémie, où les gens étaient un peu aigris d'être restés en France parce qu'on les a obligés à rester en France et pas à l'étranger. Sauf que tout ce qu'ils ont dépensé en France ont été dans les territoires, dans les qualités, ont permis aux mairies, aux régions de dépenser plus dans les écoles, plus dans les hôpitaux. Et je pense qu'il faut savoir que la relance de l'économie, elle passe d'abord par nous et par la façon dont on va dépenser, la façon dont on va collaborer ensemble. Et je pense que si on veut aujourd'hui un avenir qui soit prospère et rayonnant pour nos familles, pour nos enfants, il faut qu'on s'écoute entre nous et qu'on travaille ensemble.
Et alors, vous êtes le patron de Live Nation France, et là, on parle de la France, des territoires, mais un petit regard quand même sur l'international. Il y a des territoires dans lesquels, au fond, vous aimeriez investir, explorer, des continents qui, aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un potentiel de croissance important. Il y a eu un rachat du plus gros promoteur de musique au Mexique, au César, par Live Nation. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres territoires où vous aimeriez opérer, des rêves, des envies particulières? Mais je pense que... Si on se projette il y a 10 ans, les tournées, c'était Amérique, Europe, seulement. Après, on a commencé à voir un peu Amérique, Europe, Asie, avec l'émergence des pays asiatiques. Et depuis 5-6 ans, on a enfin découvert que l'Australie était un véritable continent et que des tournées allaient faire un mois en Australie. Et là, depuis 2-3 ans, on a découvert que l'Amérique du Sud, c'était énorme. Et on parle d'un marché qui est gigantesque parce que, comme il y a très peu de salles de concert, les concerts ont lieu dans des stades. Donc très vite, on arrive à des chiffres d'affaires qui sont colossaux. Les festivals là-bas, Rock in Rio, c'est 130 000 personnes le soir. Le Lollapalooza, c'est 120 000 personnes à Sao Paulo. Et surtout, ils sont consommateurs de musique. Et en plus, local, parce que quand on regarde Spotify en Amérique du Sud, les 50 premiers sont sud-américains. Et dans les 100 premiers, il y en a peut-être... c'est en circuit court. Voilà, vraiment. Et donc, du coup, il y a des véritables marchés. Et je pense que moi, le prochain marché va être le marché africain. Marché africain. Marché africain. Ouais. Voilà. Allez, on poursuit avec le champagne. Hein. On dit souvent qu'il est au Bulls, que la haute couture est à la mode. Oui. Et puis alors vous, quand même, ce champagne Drapier, c'est pas n'importe lequel, parce que c'était le préféré du général de Gaulle. Oui. Donc cette année, il y avait un double anniversaire quand même, celui de sa naissance, celui de sa disparition. Ça a joué sur les ventes ou pas? Ça a joué sur les cérémonies, sur la symbolique, sur les ventes peut-être pas tant que ça. Effectivement, on a une cuvée qui est en hommage à Charles de Gaulle, mais qui représente une toute petite partie de notre production. Et il y a une cuvée spéciale qui a été faite? Une cuvée spéciale qui existe déjà depuis très longtemps. Voilà, ça on la connaît. Mais qui a particulièrement été bien vendue cette année. Notamment à Colombey-les-Deux-Églises, si vous connaissez. Étonnamment. Alors, parlons stratégie. Sur quoi misez-vous aujourd'hui pour vous distinguer, hein, continuer d'exister face aux grands groupes? Quelle place pour les maisons indépendantes comme la vôtre? Alors, la place en Champagne, moi j'ai la chance de vivre, je pense, une époque qui est fantastique, puisque justement il y a l'émergence et le développement des marques indépendantes. En fait, l'indépendance devient peut-être même une marque, c'est-à-dire que le luxe, le champagne était souvent associé au luxe, et c'est vrai que c'est un très très beau vin, mais souvent les codes étaient vraiment ceux du luxe, et aujourd'hui la Champagne, elle est un peu le trait d'union entre le vin et le luxe, et donc il y a une émergence de tout ce qui est marque indépendante, du terroir notamment, avec une valorisation territoriale, des spécificités de chaque commune, de chaque famille, parfois même de chaque parcelle. Donc pour nous, la solution, en tout cas, la famille Drapier, et je partage ça avec mes frères, mes parents, mon grand-père encore, aujourd'hui, c'est de valoriser ces spécificités qui sont les nôtres depuis 8 générations. Je suis la 8e génération, qu'elles soient dans la vigne par des pratiques culturelles spécifiques, comme l'agriculture biologique, jusqu'à des types de cuvées qui vont être peut-être un peu différentes. On a réintroduit des cépages anciens, de manière à ce que la diversité qui existe en Champagne, en fait, elle continue d'être valorisée et qu'elle soit peut-être même plus connue qu'elle l'était il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, le champagne, c'était peut-être moins de marques, moins de cuvées par marque. C'était quelque chose qui était peut-être un petit peu plus unifié. Et aujourd'hui, la Champagne, en fait, on découvre qu'il y a un panel incroyable, et ce qui permet aussi aux consommateurs de voyager dans ce panel-là. Il commence à un endroit, et puis peut-être que dans 20 ans, il sera peut-être pas aussi fidèle qu'il l'était il y a 20 ans, mais il aura découvert d'autres choses que la Champagne avait à offrir. Et vous dites que c'est une très belle histoire familiale, vous êtes la 8e génération. Je ne sais pas si, autour de la table, vous aviez vu ce film il y a quelques années déjà, qui s'appelait Mondovino, où on voyait une famille de Bourgogne, dont je suis originaire, donc j'ai une sensibilité particulière, la famille de Monti, et on voyait bien le père, qui était un personnage truculent, et avec 2 enfants, un fils et une fille, qui n'avaient pas la même approche du monde du vin et de la manière dont on voulait faire le vin. Est-ce que vous avez été confronté à ça dans votre famille, avec évidemment des changements
goût, de consommation, de manière de produire, de manière de vinifier, parce que évidemment, voilà, les choses ont évolué. Donc comment est-ce que vous avez géré ça? Oui, c'est une vraie question qui est autant humaine qu'elle est entrepreneuriale, parce que chez nous, tout est mélangé. Hein. C'est-à-dire que la famille, c'est la même chose que l'entreprise. Il y a aussi le film Ceux qui nous lient, qui récemment a rappelé exactement ces enjeux dans la fratrie, dans le rapport à nos parents, et même nos grands-parents. Moi, j'ai la chance, avec mes frères, on est très différents, mais on partage vraiment la même vision, ou les mêmes envies, ou peut-être même les mêmes goûts en termes de vin. Donc ça nous rapproche énormément. On a des façons très différentes de faire, mais en tout cas, on est une famille dont l'histoire est vraiment entrepreneuriale, puisque mes grands-parents ont repris une entreprise qui était quand même petite, qui était à l'échelle du vignoble, parce qu'ils étaient vignerons, et qui a été développée par mes grands-parents, puis par mon grand-père et aujourd'hui par nous. Donc il y a l'envie de faire des choses nouvelles aussi, et de ne pas nous empêcher de les faire. Oui, et garder la tradition, oui, tout en bousculant un petit peu les codes. Vous l'avez fait déjà, d'ailleurs, avec vous avez exploré des solutions originales, c'est ce champagne zéro soufre. Oui, vous êtes bien renseigné. Effectivement, on est. Et on bosse un peu avant. Ouais, Qu'est-ce que vous croyez? Champagne sans soufre, champagne sans soufre et même sans dosage. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dosage de sucre ajouté. Et effectivement, mon père avait déjà poussé des expérimentations très loin dans réduire les doses de soufre. Le soufre, c'est un conservateur. De manière à avoir un champagne le plus naturel possible, donc sans soufre, sans filtration, etc. Et c'est vrai qu'on poursuit ça. Mon frère donc vinifie, lui est vraiment dans la technique et il essaye de faire vraiment disparaître au maximum tous les intrants. Donc c'est tout à fait dans l'esprit de la maison. Donc il y a un vrai savoir-faire français là et qui permet peut-être de se différencier face à la déferlante de ce qu'on connaît, les pétillants et Prosecco. Et moi j'ai une affaire en tête il y a quelques semaines qui était l'affaire russe du champagne estampillé avec les questions d'appellation d'origine. Comment vous avez traversé ce moment-là et qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors c'était intéressant parce qu'effectivement c'est devenu un enjeu quasiment géopolitique. Ça a pris une dimension comme quoi la valorisation du savoir-faire, la gastronomie, ça a une importance. C'est là vraiment qu'on s'est rendu compte que ça avait une importance qui nous dépassait un petit peu. Effectivement, c'était très important pour la Champagne de rappeler que le champagne vient de la Champagne, est né en Champagne. Je ne m'attribue pas cette invention, mais le vin effervescent est quand même né en Champagne. Et donc, il y a tout un travail qui est fait autour de la défense de l'appellation Champagne, parce que c'est un seul terroir, c'est des conditions météorologiques, etc. Et puis, d'un seul coup, pourtant, il y a une très longue histoire avec la Russie, puisque la Russie a été historiquement très consommatrice de champagne. Et il y a eu cette intervention comme quoi on n'avait plus le droit d'utiliser le mot champagnskoye. Alors, il faut savoir qu'en réalité, on parlait de petites lignes. Hein. On n'a pas dû changer notre étiquette. Finalement, ça nous a fait un coup de pub assez intéressant. et la Champagne a pris une décision collective avec, qui est très typique de l'écosystème champenois en disant... Voilà, on a nos règles et ça a été des discussions qui nous permettent aujourd'hui de continuer à envoyer des bouteilles quasiment sans aucun changement. Alors, une autre question, ça concerne les prix du champagne, qu'on évoquait tout à l'heure, avec ce risque de tension sur les prix. Il s'avère que c'est un champagne d'un art discounter qui a été élu meilleur rapport qualité-prix par 60 millions de consommateurs. On peut vraiment marier des prix bas pour le champagne et qualité. C'est possible, et surtout, c'est possible sans mettre son exploitation dans le rouge? C'est une bonne question. Alors, je ne suis malheureusement pas dans ce cas de... Vous ne faites pas de champagne pas cher, voilà. Donc, je ne veux pas parler à la place du producteur. Je dirais que c'est pas forcément facile puisque la matière, donc le raisin en Champagne est assez onéreux. Donc il y a déjà des coûts qui sont incompressibles en fait puisque le raisin coûte cher. Après, je n'ai pas la formule magique pour réussir à vendre un champagne qui est aussi peu cher. J'imagine que voilà, c'est la parole du consommateur ou du jury qui a jugé que c'était un très bon champagne. Je serais curieuse de le déguster. Et vous avez évoqué tout à l'heure l'année 2022. Alors, comme vous les gardez 3 ans, 2021, climatologiquement parlant, a été compliqué. Vous avez beaucoup de pertes de production ou pas beaucoup de régions qui ont été frappées, viticoles, avec des pertes parce que l'aléa climatique, c'est devenu un aléa qu'il va falloir rentrer dans vos prévisions, dans vos BP et dans la manière dont vous construisez. Vous avez subi beaucoup de pertes et comment est-ce que vous comptez justement, si vous en avez subi, contrer ces éléments peu
difficile, très favorable. difficile à manager. Oui, disons que cette année, ça a été difficile sur l'ensemble du vignoble français. C'est pas que la Champagne. Il y a eu des épisodes de gel, des épisodes d'humidité, de grêle, et puis une humidité très très longue. Donc l'ensemble du vignoble a souffert. Nous, on a souffert. Oui, on a perdu à peu près 40% de ce qu'on aurait dû habituellement récolter. Après, il faut savoir que la Champagne a un système particulier qui permet d'avoir une réserve. Donc on a ce qu'on appelle une réserve qualitative qu'on garde d'année en année, et qui permet justement de pallier ces effets. Ça a été très bien pensé il y a longtemps, et c'est une des points de différenciation du champagne qui fait qu'aujourd'hui, on n'aura pas de trous comme certaines appellations qui sont vraiment dans la difficulté, parce que je connais des domaines, des amis vignerons qui ne vont pas avoir une bouteille à vendre en 2022, ce qui ne sera pas le cas de la Champagne. Mais est-ce que ça implique quand même pour le futur, parce que ces phénomènes météo qui sont quand même de plus en plus fréquents, qui peuvent être violents aussi, est-ce que ça implique quand même des innovations technologiques pour y faire face ? Oui, et notamment, par exemple, je pense au gel. On commence à réfléchir à des façons plus pérennes de faire face à des épisodes de gel qui sont quand même peut-être plus fréquents. On peut pas pallier à tout, puisqu'évidemment, un orage, on ne peut rien y faire. Donc, il y a des solutions, peut-être d'éoliennes pour faire des brassages de vent qui sont en train de s'installer, qui sont beaucoup plus durables que allumer une bougie pour éviter le gel. Donc, et même des réflexions sur la façon dont on taille, le type de plan qu'on utilise, la façon dont on travaille le sol, à toutes ces échelles-là pour essayer de minimiser des cépages plus résistants aussi. Des cépages plus résistants aux maladies pour éviter des intrants, etc. Non, il y a énormément de choses qui avancent dans ce domaine. J'ai une petite question, parce que dans les échanges que je peux avoir parfois, il y a certains vignobles qui parlent, dans le cadre de RSE et de développement durable, de monter certains cépages dans le nord de l'Europe, justement parce que le climat va changer. Et nous, on est déjà très au nord. J'ai compris le territoire, la Champagne et tout, mais ce pas des choses qui sont envisageables chez vous. Non, parce que il y a vraiment un écosystème entre le terroir, la climatologie, qui fait qu'on ne peut pas se déplacer ailleurs. Il y a des études qui sont faites en Angleterre, mais pour l'instant, la Champagne, le meilleur endroit pour faire du champagne est en Champagne. Et c'est encore le cas, donc même malgré les différences climatiques. Entendez bien et gardez-le pour compte. Allez, on poursuit avec les bonnes notes du mois.